Il y a des nouvelles qui arrêtent tout. Des nouvelles qui tombent comme un silence brutal au milieu du bruit et qui laissent derrière elles une stupeur presque irréelle. Le titre, Isabelle Alonso effondrée par la mort d'Isabelle Mergo. J'ai cru que tu trouverais un moyen de rester. A immédiatement provoqué un choc, tant par sa force émotionnelle que par l'image déchirante qu'il fait surgir. En quelques mots, c'est tout un monde de souvenirs, d'admiration et de douleur qui semble vaciller. Avant même de connaître les détails, une question s'impose. Que s'est-il passé pour qu'un tel bouleversement ébranle à ce point les esprits et touche aussi profondément le public? Et puis, à mesure que le choc s'installait, un autre vertige a commencé à prendre forme. Comme si le deuil n'avait même pas eu le temps de trouver son silence, qu'une seconde onde venait déjà tout briser. Autour de Stevie Boulet, l'atmosphère semblait soudain devenue irrespirable, lourde de tristesse, presque impossible à porter. Ceux qui l'ont vu ces derniers temps n'ont pas parlé d'une peine ordinaire, mais d'un homme frappé de plein fouet, obligé de tenir debout alors que tout vacillait autour de lui. Il y a d'abord eu cette première disparition, déjà si difficile à accepter, déjà si douloureuse pour son entourage. Une présence familière s'était éteinte, laissant derrière elle ce vide étrange que les mots n'arrivent jamais vraiment à combler. Dans ce moment-là, Stevie était là, bouleversé, présent jusqu'au bout, avançant avec cette émotion nue qu'on ne peut pas feindre. Et à ses côtés, quelques visages connus, quelques épaules amies, tentaient tant bien que mal de l'aider à traverser l'impensable. Mais parfois, la vie ne laisse même pas le temps de reprendre souffle, car presque aussitôt, une autre nouvelle est tombée. Une nouvelle encore plus brutale par sa soudaineté, presque irréelle dans sa violence. Loana, figure inoubliable pour toute une génération, celle que tant de regards avaient suivie, commentée, aimée ou jugée, n'était plus. Et là, tout a pris une dimension encore plus déchirante. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un nom célèbre, d'un visage connu du grand public. Pour Stevie, c'était une personne liée à ses propres souvenirs, à ses débuts, à une époque fondatrice qu'ils avaient traversée ensemble, sous les projecteurs, dans une exposition permanente où tout semblait plus intense, plus fragile aussi. Ce lien-là, forgé dans une aventure que des millions de gens ont observée sans toujours en mesurer le poids humain, a ressurgi avec une force terrible. Derrière les images de télévision, derrière les rires, les polémiques et les souvenirs que le public garde en mémoire, il y avait une histoire vraie, une proximité réelle, une affection que le temps n'avait pas effacée. Alors, au lieu de se retirer dans sa propre douleur, Stevie a choisi d'agir. Comme si le mouvement pouvait empêcher le chagrin de l'engloutir tout à fait. Comme s'occuper des derniers détails, des mots à prononcer, des chants à retenir, de l'hommage à bâtir, était une manière de rester fidèle jusqu'au bout. Sur le plateau où cette réalité a été racontée, l'émotion était palpable. Christine Bravo n'a pas parlé d'un simple geste de solidarité. Elle a décrit un homme profondément atteint, accablé même, et pourtant pleinement engagé dans l'organisation des obsèques de Loana. À ses côtés, Alexia Laroche-Joubert participait elle aussi à cette préparation si intime, si délicate, choisissant avec lui ce qui allait accompagner l'ultime adieu. Chaque détail semblait porter un poids immense. Chaque décision devenait plus qu'une formalité, une preuve d'attachement, presque un acte d'amour amical face à l'irréparable. Ce qui bouleverse dans cette séquence, c'est justement ce contraste. D'un côté, un homme touché par deux pertes successives, frappé si durement qu'on imagine sans peine son épuisement intérieur. De l'autre, la dignité silencieuse de celui qui continue malgré tout, qui ne s'effondre pas publiquement, qui transforme sa peine en présence, en attention, en fidélité. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette image, quelque chose qui dépasse largement le monde du spectacle, et tandis que les hommages se préparent dans une gravité presque irréelle, une question demeure suspendue, douloureuse, lancinante. Comment continuer à avancer quand, en si peu de temps, tant de visages familiers disparaissent et laissent derrière eux un silence aussi lourd? Et c'est peut-être là que la douleur devient encore plus difficile à regarder. Non plus dans le tumulte des plateaux, non plus dans les mots rapportés par d'autres, mais dans cette voix intime, presque tremblante, d'un ami qui n'essaie plus de paraître fort.
quand Stevie Boulet brise enfin le silence, ce n'est pas pour faire du bruit autour d'un drame déjà immense. C'est pour déposer, presque à main nue, ce que tant de gens ont ressenti sans réussir à le formuler. Car derrière Loana, il n'y avait pas seulement une figure de télévision. Il y avait un visage, une mémoire, une présence liée à un commencement que rien ne pourra jamais effacer. Ils appartenèrent à cette première vague, à ce moment suspendu où tout semblait possible, où quelques inconnus étaient devenus, en un instant, des visages que tout un pays croyait connaître. Ensemble, ils avaient traversé cette parenthèse irréelle, cette lumière brutale, cette célébrité soudaine qui ressemblait à un rêve et qui, pourtant, portait déjà en elle quelque chose de fragile. Ce que le public voyait comme un divertissement avait créé entre eux des liens bien plus profonds qu'on ne l'imaginait. Même après les caméras, même loin des projecteurs, quelque chose était resté. Un fil discret, fidèle, invisible pour les autres, mais bien vivant pour eux. Alors quand la nouvelle de la disparition de Loana est arrivée, ce n'est pas seulement un ancien souvenir qui s'est effondré. C'est toute une part de cette histoire commune qui a vacillé. On imagine ce groupe de messages, ces échanges gardés au fil du temps, ces mots parfois simples, parfois légers, parfois affectueux, et soudain ce silence. Un silence que personne ne sait vraiment accueillir. Un silence qui n'a rien d'ordinaire parce qu'il tombe là où il y avait encore peu avant une trace de vie, une possibilité de répondre, une habitude de présence. Et dans l'hommage publié par Stevie, il y a quelque chose de presque insoutenable tant c'est vrai. Il ne parle pas d'une légende figée, il parle d'une femme qu'il a vue vivre, lutter, vaciller, tenter de se relever encore. Cette phrase, si simple en apparence, ouvre un gouffre. Je t'ai vu tomber. Pas tomber au sens d'une chute spectaculaire, pas comme une formule destinée à frapper. Non. Tomber comme on voit quelqu'un s'éloigner peu à peu de ce qu'il était, lutter contre des forces invisibles, perdre parfois pied, retrouver un peu d'élan, puis recommencer à se battre. Dans ces quelques mots, il y a des années entières de douleur contenue. Des années d'impuissance aussi. C'est cela qui bouleverse autant. Parce que Stevie ne raconte pas seulement la fin. Il rappelle le chemin. Il rappelle qu'avant le silence, il y a eu des sursauts, des tentatives, des combats, des instants où l'on a voulu croire que tout pouvait encore changer. Il parle de Loana comme on parle de quelqu'un qu'on n'a jamais cessé de regarder avec affection, même quand le monde, lui, regardait autrement. Et peut-être que c'est là que son texte serre le plus le cœur, dans cette fidélité intacte, dans ce refus de réduire une vie à ses blessures, dans cette manière de dire qu'au-delà de la chute, il restait une âme, une histoire, une amie. Leur aventure avait commencé comme un conte moderne, rapide, brillant, presque irréel. Mais avec le recul, ce conte a laissé apparaître ses ombres, ses fissures, ses conséquences plus profondes. Stevie le dit avec une lucidité désarmante. Ils ont vécu quelque chose qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Une ascension fulgurante. Un vertige. Une époque intense, presque électrique. Et puis, après cette lumière, il a fallu vivre avec tout ce qu'elle avait déplacé. C'est cette contradiction qui revient aujourd'hui avec une force terrible. Le rêve était vrai, et la souffrance l'était tout autant. Ce qui traverse ces mots, c'est aussi une forme de fraternité née dans l'exceptionnel, puis éprouvée dans la durée. Il ne parle pas comme un commentateur extérieur. Il parle comme quelqu'un qui emporte en lui une part de l'autre. Tu es une part de moi et je suis une part de toi. Cette phrase ne ressemble pas à un hommage convenu. Elle ressemble à une vérité arrachée à la douleur. Comme si, dans leur histoire commune, il restait quelque chose d'indélébile, quelque chose que ni le temps, ni la distance, ni les drames n'avaient réussi à effacer. Et plus on avance dans cette peine, plus une image s'impose. Celle d'un homme qui regarde derrière lui et qui revoit non seulement une amie disparue, mais tout un monde avec elle. Les rires du début, l'insouciance apparente, les promesses pas floues, les blessures cachées, les retours fragiles, les rechutes, la fatigue, et cette impression terrible d'avoir espéré, encore et encore, qu'un autre dénouement restait possible. C'est sans doute pour cela que ces mots touchent autant, parce qu'ils ne cherchent ni à embellir ni à juger.
Ils disent simplement ce qu'il reste quand tout s'arrête. Un chagrin brut, une mémoire vive et une empreinte qu'aucun adieu ne parvient vraiment à faire disparaître. Et au milieu de ce deuil, alors que les mots de Stevie continuent de résonner comme une confidence trop lourde pour être gardée plus longtemps, une autre question commence à prendre toute la place. Qu'a donc représenté Loana, au fond, pour marquer à ce point ceux qui l'ont connue de près, au-delà même de l'image que le public croyait connaître? Et pour comprendre pourquoi son absence laisse une trace aussi vive, il faut revenir vers celle qu'était vraiment Isabelle Mergo. Bien au-delà du choc, bien au-delà des hommages. Avant d'être ce nom que tout le monde reconnaît, elle a d'abord été une femme de tempérament, née à Aubervilliers, dans un univers familial où l'intelligence, l'observation et l'ironie semblaient déjà circuler comme une seconde langue. Elle grandit avec ce mélange rare de liberté, d'insolence et de sensibilité qui, plus tard, deviendra sa signature. Rien chez elle ne donnait l'impression d'un parcours lisse. Très tôt, il y avait déjà ce refus instinctif d'entrer dans les cases, cette manière de regarder le monde un peu de travers, mais avec une justesse presque désarmante. À l'école, elle ne suit pas exactement la route qu'on attend d'elle. Il y a chez elle quelque chose de rétif, d'indocile, presque électrique. Elle passe par les beaux-arts, approche le théâtre, tâtonne, cherche sa place, sans encore savoir que cette voix si particulière, ce phrasé qu'on aurait pu lui reprocher ailleurs, deviendra justement l'un de ses signes les plus reconnaissables. Ce léger chuintement, loin de l'effacer, la distingue. Il lui donne une présence immédiate, une couleur, une vérité. Et dans un milieu où tant de visages se ressemblent, Isabelle Mergo arrive avec quelque chose qu'on ne peut ni copier ni oublier. Ses débuts à l'écran ne ressemblent pas à une entrée triomphale, mais plutôt à une montée lente, obstinée, où chaque apparition ajoute une nuance de plus à son visage public. Elle enchaîne les rôles, souvent comiques, parfois brefs, toujours marqués par ce mélange de fantaisie et de mordant qui la rend immédiatement visible. Puis vient cette reconnaissance plus large au cinéma, quand le public commence à la repérer vraiment. Ce n'est pas seulement une actrice drôle, c'est une présence. Une femme capable de faire rire en une seconde, puis de glisser, presque sans prévenir, une faille, une fragilité, une vérité plus humaine. Dans les séries populaires aussi, elle s'impose peu à peu, jusqu'à devenir un visage familier du paysage audiovisuel français. Mais ce qui frappe chez elle, c'est qu'elle ne se contente jamais d'occuper la lumière que les autres lui donnent. À un moment, elle bifurque. Elle ralentit comme comédienne, se tourne davantage vers l'écriture, vers ce territoire plus secret où l'on construit les voix, les rythmes, les scènes, les silences. Et là encore, elle ne fait pas semblant. Elle écrit comme elle parle, avec une liberté de ton, une acidité tendre, une façon de capter les ridicules sans jamais perdre complètement la compassion. Quand elle rejoint durablement l'univers de Laurent Ruquier, à la radio puis à la télévision, le public découvre encore une autre Isabelle Mergo. Plus directe, plus piquante, plus imprévisible, avec cette insolence vive qui fait mouche parce qu'elle sonne juste. Puis vient l'autre bascule, celle qui change définitivement sa place dans le paysage culturel. Elle passe à la réalisation et signe « Je vous trouve très beau », un premier film qui rencontre à la fois le public et la critique, jusqu'à lui valoir le César du meilleur premier film. Ce n'est plus seulement une actrice que l'on aime voir arriver dans une scène. C'est une autrice de cinéma, une femme capable de porter un regard entier sur les êtres, leurs maladresses, leurs élans, leurs blessures cachées. Après cela, elle poursuit derrière la caméra avec d'autres longs métrages, tout en continuant à écrire pour le théâtre, où elle impose une voix bien à elle, vive, populaire, piquante, mais toujours profondément humaine. C'est sans doute là que se trouve le cœur d'Isabelle Mergo. Dans cette capacité à circuler d'un monde à l'autre sans jamais se trahir. Actrice, chroniqueuse, scénariste, réalisatrice, dramaturge, les titres s'accumulent, mais aucun ne suffit à l'enfermer. Elle avait ce ton qu'on reconnaît avant même d'avoir vu son nom. Une façon de faire exister les gens ordinaires, les grandes gueules, les blessés, les maladroits, les amoureux, les seuls. Une manière de rire du monde sans s'en croire au-dessus. Et plus on remonte le fil de son parcours, plus on comprend que sa trajectoire n'a jamais été celle d'une simple carrière. C'était un regard, une voix, une énergie impossible à lisser.
Et c'est précisément pour cela que tant de personnes ont le sentiment, aujourd'hui encore, d'avoir perdu quelqu'un qui ne ressemblait à personne. Et quand on quitte la lumière des plateaux pour s'approcher de sa vie intime, le décor change aussitôt. Avec Isabelle Mergo, tout semblait fonctionner ainsi. Beaucoup de présence, beaucoup de voix, beaucoup d'esprit. Mais derrière cela, une pudeur tenace. Elle ne faisait pas partie de ces personnalités qui exposent tout. Au contraire, elle donnait le sentiment de protéger farouchement ce qui comptait vraiment, comme si le rire, l'insolence et la repartie servaient aussi à tenir les curieux à bonne distance. Sa vie personnelle n'a jamais été livrée en vitrine. Elle apparaissait plutôt par fragments, au détour d'une confidence, d'une interview, d'une phrase lâchée presque à regret. Au centre de ce jardin secret, il y avait sa fille, Maya. C'est sans doute l'un des aspects les plus touchants de son existence. Derrière la femme libre, piquante, parfois rugueuse en apparence, il y avait une mère profondément investie, très attachée à son quotidien avec elle. Dans les rares moments où elle acceptait d'en parler, on sentait que tout devenait plus doux, plus concret, plus essentiel. Ce n'était plus la chroniqueuse mordante, ni la réalisatrice au regard acéré. C'était une femme qui avait construit autour de cet enfant un cocon à elle, une vie de gestes simples, d'attention, de présence, de protection. Et soudain, toute son image publique se déplaçait. On ne voyait plus seulement une artiste, on devinait un foyer. Côté amour, le tableau reste plus flou, presque volontairement. Aucun époux installé au premier plan. Aucune vie conjugale longuement racontée comme un chapitre officiel. Ce qui ressort des éléments publics, c'est au contraire une trajectoire sentimentale tenue à l'écart, avec cette volonté manifeste de ne pas transformer l'intime en feuilleton. Il a bien été question d'un compagnon, d'une histoire d'amour qu'elle gardait encore en retrait, sans précipitation, sans exhibition. Même là, elle restait fidèle à elle-même, indépendante, maîtresse de son rythme, décidée à ne montrer que ce qu'elle jugeait bon de montrer. Cette réserve en disait presque autant que de longues confidences. Et puis il y avait les maisons, ou plutôt ces lieux qui racontent parfois une personne mieux qu'un discours. On apprend qu'elle avait trouvé un véritable cocon à Saint-Maur-des-Fossés, un espace de vie partagé avec Maya, un refuge où le tumulte extérieur semblait enfin pouvoir se taire. Mais il y avait aussi cette maison familiale de Pantin, héritée de ses parents, chargée de mémoire, de traces, de passé. Rien qu'en imaginant ces murs, on comprend mieux ce qui liait Isabelle Mergo à ses racines. Ce n'était pas seulement une propriété, c'était un endroit habité par l'histoire familiale, par les souvenirs, par cette matière invisible qui fait qu'une maison n'est jamais un simple toit. Et lorsqu'elle disait l'avoir transformé à son image, on devinait presque la scène. Elle cassant, refaisant, réinventant l'espace comme on réécrit sa propre vie, avec humour, tempérament et un refus absolu du décor figé. C'est peut-être cela qui émeut le plus lorsqu'on s'attarde sur son existence loin des caméras. Isabelle Mergo donnait l'impression d'avoir construit son monde à sa manière, sans se soumettre aux modèles attendus. Une maternité choisie et chérie, un amour gardé à l'abri des regards, des lieux de vie qui n'étaient pas seulement pratiques, mais profondément affectifs, presque charnels. Chez elle, rien ne paraît décoratif. Tout semble avoir eu un poids, une mémoire, une nécessité. Et plus on regarde cette vie privée, plus on découvre une femme moins bruyante qu'on aurait pu l'imaginer, plus intérieure, plus attachée aux siens, plus enracinée aussi. Comme si, derrière la verve et l'éclat, il y avait surtout le besoin immense de préserver un noyau de tendresse que le monde n'avait pas à posséder. Et si l'on remonte encore plus loin, bien avant les plateaux, bien avant les répliques qui claquent et les rires qu'elle savait provoquer comme personne, on découvre une enfance moins simple qu'elle n'en avait l'air. Isabelle Mergo naît à Paris puis grandit à Aubervilliers, dans une famille cultivée, entourée d'un père chirurgien, bon vivant, et d'une mère chercheuse en médecine. Plus austère, plus intellectuelle, avec un frère et une sœur à ses côtés. Sur le papier, tout semble solide, presque rassurant. Mais les enfances les plus troublées ne sont pas toujours celles qui manquent pas de tout. Ce sont parfois celles où l'on se sent déjà un peu à côté, un peu différente, un peu ingouvernable. Très tôt chez elle, il y a cette énergie nerveuse, cette difficulté à entrer dans le cadre. L'école n'est pas un refuge. Ce n'est pas un endroit où elle se coule naturellement dans le rang. Elle sèche les cours,
fait l'école buissonnière, se heurte aux règles, au point d'être renvoyée de plusieurs établissements. On imagine cette adolescente vive, insaisissable, déjà traversée par une impatience profonde, incapable de faire semblant d'adhérer à un monde qui lui paraît trop étroit. Rien n'est fluide, rien n'est tout tracé. Même le baccalauréat, elle le passe en candidate libre et l'obtient de justesse comme au terme d'une course désordonnée où il faut arracher sa place plutôt que la recevoir. C'est là que son début de vie devient touchant à regarder, parce qu'on sent déjà se dessiner ce qui fera sa force plus tard. Une forme de désobéissance vitale. Elle n'avance pas dans une ligne droite. Elle bifurque, hésite, trébuche, recommence. Elle entre aux beaux-arts, sans que cela ressemble encore à une révélation nette, puis se rapproche du théâtre presque en parallèle, poussée par une amie, comme si sa vraie route arrivait de billets, sans annonce solennelle. Rien ne donne l'impression d'un destin facile. Il faut essayer, se chercher, accepter d'être encore incomplète. Et pour financer ses études, elle travaille comme secrétaire sténodactylo. Derrière l'image plus tardive de la femme drôle et libre, il y a donc aussi cette jeune fille qui doit tenir, gagner sa vie, continuer à croire qu'une place existe quelque part pour elle. Il y a aussi ce détail, minuscule en apparence mais qui dit beaucoup, son chuintement. À un âge où tant de jeunes cherchent déjà à corriger ce qui les distingue, à gommer ce qui pourrait les exposer, elle consulte un orthophoniste pour ce défaut de prononciation. On pourrait croire à une gêne de plus, à un obstacle de plus dans une jeunesse déjà peu docile. Mais là encore, quelque chose bascule. On lui dit qu'elle peut le corriger, puis qu'elle ferait peut-être mieux de garder cette singularité, parce qu'elle la rend reconnaissable. C'est une scène presque fondatrice. Cette jeune femme qui aurait pu vouloir s'effacer découvre que ce qui la fragilise peut aussi devenir sa marque. Ce qui semblait être une faille devient peu à peu une voie. Alors, quand on regarde cette première partie de sa vie, on ne voit pas une enfance misérable au sens spectaculaire du mot. On voit autre chose, quelque chose de plus subtil et parfois de plus poignant. Une jeunesse remuante, heurtée, traversée d'inconfort, de décalage, de refus, avec cette sensation tenace de ne pas entrer facilement dans les formes prévues pour vous. Et peut-être est-ce justement là que tout commence. Dans cette adolescence indocile, dans ces portes qui se ferment, dans cette voie imparfaite qu'elle décide de ne pas lisser, dans cette manière de tenir bon sans encore savoir que cette turbulence intérieure, un jour, deviendra une force de création, et presque une signature impossible à confondre. Et s'il faut chercher le moment où son nom a cessé d'être simplement familier pour devenir impossible à ignorer, il faut regarder du côté de cette bascule très particulière où Isabelle Mergo n'a plus seulement occupé l'écran. Elle l'a dirigé. Bien sûr, le public la connaissait déjà pour sa voix, son mordant, ses apparitions au cinéma, à la radio, à la télévision. Sa gouaille, son humour, et cette façon de surgir dans une scène avec une vérité presque insolente avait peu à peu construit sa renommée. Mais ce qui a véritablement changé son destin, ce n'est pas seulement un rôle. C'est le moment où elle a imposé son propre regard. Ce tournant porte un titre que beaucoup associent immédiatement à elle. Je vous trouve très beau. Avec ce film, Isabelle Mergo ne se contente plus d'être reconnue. Elle frappe fort, d'un coup, au point de déplacer la manière dont on la regarde. Le public découvre alors une œuvre à son image. Drôle, rugueuse, tendre par endroits, cruelle parfois, mais toujours profondément humaine. Le film rencontre un immense succès populaire, attire des millions de spectateurs et reçoit le César du meilleur premier film. À cet instant, quelque chose se scelle. Isabelle Mergo n'est plus seulement une personnalité aimée, elle devient une créatrice qui compte. Et ce qui rend cette ascension encore plus fascinante, c'est qu'elle ne ressemble pas à une victoire fabriquée. On a presque l'impression d'assister à un renversement silencieux. Une femme qu'on croyait connaître par ses saillies, son ton, son tempérament, révèle soudain une autre ampleur. Derrière la fantaisie, il y avait donc cette capacité à raconter les êtres, à saisir leur solitude, leur maladresse, leurs élans contrariés. Je vous trouve très beau n'a pas seulement marché parce qu'il était bien écrit ou bien interprété, il a touché parce qu'il portait une voix singulière, immédiatement reconnaissable. Et cette voix-là, c'était la sienne, entière,
sans maquillage, sans imitation. À partir de là, tout prend une autre dimension. Son nom circule autrement. Son parcours change de relief. Le public ne voit plus seulement l'actrice au franc-parler, ni la chroniqueuse capable de décocher une phrase qu'on n'oublie pas. Il voit une femme qui a franchi un seuil, qui a prouvé qu'elle pouvait porter un film, un univers, un ton. C'est ce passage de l'interprétation à l'auteur-réalisatrice qui l'a rendue si marquante. Comme si tout à coup, ce qu'elle avait toujours eu en elle trouvait enfin sa forme la plus évidente. Et c'est précisément là que sa notoriété devient plus profonde que la simple popularité. Elle se transforme en empreinte. Car après cela, on ne parle plus d'Isabelle Mergo de la même manière. On ne la regarde plus de loin. On sent qu'elle a pris sa place, vraiment, avec une œuvre qui lui ressemble tellement qu'elle paraît prolonger sa propre voix. Et derrière ce succès, derrière cette reconnaissance, derrière cet élan presque irréversible, on devine aussi une revanche discrète sur tous les détours, toutes les hésitations, toutes les années où elle avançait sans encore savoir qu'un jour, ce serait elle que l'on attendrait au centre du cadre, et non plus seulement à son bord. Au fond, derrière les titres, derrière les images, derrière l'émotion qui nous serre encore le cœur, il reste une chose essentielle. Se souvenir d'Isabelle Mergo, avec tendresse, avec respect, avec cette humanité que son parcours mérite profondément. Trop souvent, on regarde les artistes à travers leur notoriété, leur succès, leurs phrases marquantes, et l'on oublie la femme, la sensibilité, les blessures discrètes, les combats intérieurs que le public ne voit pas toujours. Pourtant, c'est aussi cela qu'il faut entendre aujourd'hui. Une vie ne se résume jamais à quelques moments exposés. Elle se compose de force, de fragilité, de fidélité, de silence, et d'une trace laissée dans le cœur des autres. Alors, au lieu de juger vite, au lieu de réduire une personne à une image ou à une rumeur, prenons le temps de regarder avec plus de douceur, d'accueillir son histoire avec compassion, d'avoir pour elle une pensée sincère, simple, vraie. Parce qu'au-delà de la célébrité, ce sont souvent les élans de cœur qui comptent le plus. Et peut-être que la plus belle manière d'honorer sa mémoire, c'est justement de remettre un peu d'humanité là où le bruit prend trop souvent toute la place. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez cette émotion, laissez un mot en commentaire pour lui rendre hommage avec respect. Et soutenez la chaîne en laissant un like, en partageant cette vidéo autour de vous et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains récits racontés avec cœur, délicatesse et vérité.